Faya Milimono en direct dans cette émission, je l'annonçais tantôt. Il est notre invité du jour. Docteur, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. À un moment, on a appris que vous ne vous sentiez pas assez bien. J'espère que vous avez repris de la forme et vous étiez à l'intérieur du pays. Ça va un peu mieux, mais comme vous pouvez le constater, ma voix est encore un peu Oui, une prise. grippe un peu méchante. Tout à fait. Bien. Meilleure santé. Est-ce que la transition se porte bien à l'intérieur du pays? Oui, à l'intérieur, ça se porte bien. Ouais, Expliquez-nous. Ça se porte bien. En tout cas, les citoyens que j'ai rencontrés semblent plutôt voir les choses aller dans le bon sens. Bien. Oui, oui. À tout bout de champ, il n'y a pas de... Non, vous ne pouvez pas trouver dans une population où tout le monde peut penser la même chose. Il peut y avoir des gens qui se posent des questions, comme ici à Conakry, mais cela ne veut pas dire qu'il y a une majorité à l'intérieur du pays qui se dégagerait dans le sens de dire que les choses vont dans le bon sens. Et ceux qui se posent des questions, qui sont un peu inquiets, qu'est-ce qu'ils disent? C'est tout à fait normal. À l'intérieur du pays. C'est d'abord tout à fait normal que les gens se posent des questions parce que nous sommes en période transitoire. Qui dit période transitoire dit incertitude. Nous cherchons donc à gérer tous ensemble une crise. Alors, qu'est-ce que les Guinéens se posent comme question? Alors, quand, par exemple, les élections vont avoir lieu, en fin de compte, quand est-ce que nous allons voir la constitution qu'on est en train de nous élaborer, etc., etc., qu'est-ce qui sera dans cette constitution? Et c'est des questions, de mon point de vue, qui sont en ce moment-là d'une grande pertinence. Même nous autres, nous nous demandons qu'est-ce qui va être dans la constitution, quoique nous ayons été nous-mêmes dire aux conseillers ce qu'on devait éviter d'avoir dans la prochaine constitution, parce que celle-là, nous voulons qu'elle nous ressemble pour qu'elle nous assemble. Mais docteur Faya Milimono, où en sommes-nous aujourd'hui avec les recommandations issues du premier cadre de dialogue auquel vous avez participé, à la suite de laquelle vous avez adressé un mémorandum au gouvernement? Est-ce que vous avez été entendu ou pas sur les difficultés que vous avez aujourd'hui en termes de légibilité, de visibilité sur le processus de la transition? Écoutez, pour ce qui concerne les recommandations, c'est hier même qu'on m'a transféré le rapport du secrétariat technique qui devait être la synthèse, n'est-ce pas, de tous les comités de suivi auprès des départements ministériels, la sécurité, etc., etc. Je l'ai lu en diagonale, mais je prendrai le temps de le lire. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les recommandations qui sont déjà faites, et il y a d'autres qui sont pointées du doigt qui ne sont pas encore faites. Alors, ce que je peux vous dire, parce que je n'ai pas lu le rapport en détail pour savoir, mais puisque vous évoquez, n'est-ce pas, le mémo que nous avons adressé au chef de l'État, effectivement, après notre rencontre au ministère de l'administration du territoire, après les rencontres qui ont eu lieu à l'hôtel Kaloum, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Et donc, dans le cadre de la conférence des coalitions et des fêtières, nous avons décidé de nous adresser directement au président de la République en lui envoyant, n'est-ce pas, un mémo. Alors, nous attendons une suite qui est réservée à ce mémo, parce que je dois dire qu'au moment où nous envoyons le mémo, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se préparaient déjà pour l'événement de New York. Alors, nous espérons qu'après le retour du président de New York, une attention sera réservée à notre mémo. Bien, on va donc aller effectivement sur cet événement de New York. Yaré Grassi, pour l'aborder. Oui, docteur, c'était un discours très attendu par le peuple de Guinée. Un discours que d'aucuns qualifieraient de discours qui ne soit pas trop consistant, de ce fait que le colonel a omis ou a fait expressement, entre guillemets, de ne pas évoquer la question concernant la gestion de la transition. Vous, de votre côté, comment, de façon globale, vous avez perçu le message véhiculé par le président de la transition à la tribune des Nations Unies? D'abord, je ne m'attendais pas à ce que le président là-bas, à la tribune des Nations Unies, s'adresse aux Guinéens. Il y a beaucoup d'occasions que le président Mamadi a pour s'adresser aux Guinéens et évoquer l'agenda intérieur de notre pays. Là-bas, il s'adressait au monde entier. C'est un certain nombre de principes qu'il fallait évoquer. Ceux à qui il s'adressait, c'était le monde, les leaders du monde entier.
Et donc, personnellement, quand on dit qu'il devait aborder les questions du chronogramme en Guinée, les questions du retour à l'ordre constitutionnel, je crois que dans moins d'une semaine, ça sera le 2 octobre, il va s'adresser aux Guinéens à l'occasion du 2 octobre. Il peut profiter de cette occasion. Non, attention, docteur. Aux Nations Unies, les présidents se prononcent sur les préoccupations du monde de ce moment. Et le thème, il est clair. Si vous voulez, je vous le rappelle. C'est rétablir la confiance et raviver la solidarité. Accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité. Non seulement il n'y a pas pris plusieurs secondes, deuxièmement, le secrétaire général des Nations Unies, n'est-ce pas, qui invite tout le monde, s'est prononcé comme préoccupation sur les coups d'État dans notre sous-région. Donc ça devient une préoccupation aussi. Donc de l'Assemblée. Et il en a évoqué. Sauf que, oui, justement, on l'a dit. Les coups d'État et donc les transitions. Tout à fait. Donc on l'attendait sur le comment il tient sa transition, quelle en sera sa finalité. C'est là où elle dit qu'il a fait une omerta, il a observé une omerta. Qu'est-ce que la Guinée attend de la communauté internationale dans le cadre justement du retour à l'ordre constitutionnel, docteur? Ce que la Guinée peut attendre, c'est pas, encore une fois, le choix que le président a fait de dire ce qu'il a dit. C'est un choix que moi j'ai trouvé approprié. Donc les angles choisis. Voilà, les angles choisis étaient pertinents parce que c'est un discours dans lequel le président a rappelé, n'est-ce pas, ce que la Guinée est, parce que des choses majeures qu'il a dites dans ce discours, quand à un moment donné il a dit en termes simples, je ne suis ni pour ni contre Paul ou Pierre. Je suis simplement pour l'Afrique. Pour moi, ça m'a rappelé le choix historique du peuple de Guinée depuis 1958. Ce choix-là doit continuer à être affirmé. C'est-à-dire, pour les Guinéens, nous n'avons pas à chercher un parrain. On n'en a pas besoin. Bien. Nous avons été colonisés. Nous nous sommes libérés de la colonisation. C'est pour que nous ayons le droit de choisir les partenaires de la Guinée pour son développement. Et cela ne doit subir aucune injonction de qui que ce soit. En cela, je trouve que le fait de le rappeler, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et le fait aussi que le discours a eu un ton de panafricain, panafricaniste, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Hein? Parce que, regardez un peu la Guinée, de sa naissance jusqu'à maintenant, de notre indépendance jusqu'à maintenant, nous sommes à l'avant-garde du panafricanisme. Hein? L'hymne national de notre pays. Hein? Non, à docteur, quel peuple on s'adresse? Vous êtes en contradiction en contradiction avec les critiques que vous asséniez à Alpha Condé à l'époque qui se présentait comme un panafricaniste alors qu'il a étudié en France. Vous-même, vous avez été au Canada, vous aimez bien la démocratie à la canadienne et vous êtes aux États-Unis, vous aimez les valeurs démocratiques des États-Unis. Le colonel a enterré la démocratie. Il a dit qu'elle ne marche pas, il faut l'abandonner, il faut l'oublier. Dénoncer. Vous êtes d'accord avec ça? Attendez. Je n'ai pas compris son discours comme une manière de mettre la croix sur la démocratie. C'est ce qu'il a fait. Dans son discours, il a fait étalage d'un constat de la pratique, n'est-ce pas, du modèle démocratique sur le continent africain. Et il a montré que cette pratique-là est un échec. Et c'est ce qui a une chose qui donne lieu à des coups d'État. Et ces coups d'État-là, il ne s'est pas seulement limité aux coups d'État des hommes entréhis. Il a aussi largement abordé le fait que c'est des coups d'État qui amènent d'autres coups d'État. Oui, sauf que là où on n'est pas d'accord avec lui, si vous permettez, lorsque sur le constat de la démocratie sur le continent africain, on a à l'œil encore aujourd'hui des présidents comme Paul Biya, comme le président congolais, le président gabonais qu'on vient d'enlever, hein, qui a succédé à son père, c'est toujours au nom de la même démocratie. Et nous avons aujourd'hui des coups d'État dont on n'appelle pas coups d'État à chose de la même manière, selon que ça sauve les intérêts des uns et des autres. Quelque part, l'Afrique doit s'assumer. Et je crois que ce message doit parvenir au monde entier. Il ne suffit pas de le dire, c'est bien qu'il l'ait dit, mais le pratiquer, c'est ce que nous attendons. Bien. C'est-à-dire que l'Afrique s'assume, et en s'assumant,
nous sommes à un tournant décisif aujourd'hui. Nous devons réécrire notre constitution. Si la constitution qui va sortir de là n'est pas un copier-coller de la constitution française ou américaine ou autre, je crois qu'on aura compris que la démocratie telle que nous la voulons qu'elle soit contextualisée. Et donc, c'est pour cette raison que je considère qu'il y a une interpellation qui est sous-jacente, n'est-ce pas, au discours, quand il a fait le bilan de la démocratie. Il faut que l'élite politique et intellectuelle africaine, n'est-ce pas, travaille à mieux faire refléter les réalités de nos États, de nos pays, dans les choix que nous faisons du contrat social qu'on est en train, par exemple. Oui, d'accord, s'il vous plaît, on va permettez. S'il vous plaît, on va venir, s'il vous plaît. Oui, dans le même ordre d'idée, docteur. Sauf que ceux qui perpètrent ces coups d'État sont ceux-là qui ont garanti les coups d'État constitutionnels. En Guinée, si on n'avait pas empêché le FNDC, Alpha Condé ne devrait pas exister un troisième pouvoir. Mais ce sont ces militaires qui avaient encadré, qui ont réprimé et qui aujourd'hui viennent justifier l'incapacité des civils. Et ceux-là qui parlent du même coup d'État, des panafricanistes, ont des femmes occidentales, ont des maisons en Occident, leurs enfants y sont, mais quelles leçons à nous donner? Non. Attendez, il ne faut pas mélanger les choses. Oui. Qu'un panafricaniste et une femme européenne, écoutez, des enfants occidentaux, des maisons de ce côté, on apporte tout là-bas. Bien, il va répondre. Allez-y, on va laisser répondre. Laissez-moi. Allez-y, docteur. Moi, je dis encore une fois, le discours, du point de vue des mots qui ont été choisis, je l'approuve. Bien. Maintenant, l'application de cela, c'est ce sur quoi nous insistons. Parce que l'Afrique doit effectivement s'assumer. L'Afrique ne peut pas continuer éternellement à vivre dans la chose, comment on appelle ça, dans la traite négrière, dans la colonisation ou la néocolonisation. Il faut qu'on s'assume nous-mêmes. Je suis d'accord avec vous que ceux qui font des coups d'État, à un moment donné, ont soutenu les gens qui ont changé des constitutions pour se maintenir. Et nous l'avons dénoncé en ce moment-là. Mais écoutez, quand il s'agit d'un coup d'État, c'est pas un amusement. Parce que quand vous décidez en tant que militaire d'aller vous attaquer à un président qui est quand même le commandant en chef des forces armées, vous savez que vous courez un grand risque. Donc vous attendez un bon moment. Vous allez à la mort. Voilà, vous allez à la mort. Vous attendez le bon moment de le faire. Si vous ne vous préparez pas conséquemment pour le faire, eh bien, vous savez, partout où les tentatives ont été faites et qui ont échoué, on a vécu des carnages. Vous comprenez? Donc, on est d'accord que l'armée d'abord, c'est chose, comment on appelle ça? Elle doit être contrôlée par le politique. Mais lorsque, à un moment donné, ceux qui sont ces politiques, qui ont le devoir de respecter le texte sur lequel ils ont juré, en utilisant les instruments que la République met à leur disposition, qui est l'armée, et essayer d'abuser, à un moment donné, on peut comprendre que cette armée-là prenne de la distance pour essayer d'aller contre lui. C'est ce qui amène les coups d'État militaires. Mais c'est toujours suite à des coups d'État civils. Ce qui s'est passé dans notre pays, nous l'avions dénoncé, on a été à Abuja. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État civil au Niger? Pardon? Il y a eu un coup d'État civil au Niger? Il y a pas l'armée a renversé un président démocratiquement élu en exercice de son mandat. Ne réduisons pas le fait, par exemple. Non, attendez. Le cas du Niger, c'est un autre cas. Bien. Ils ont justifié leur coup d'État par des problèmes internes au Niger. Vous comprenez? Les problèmes internes au Niger, des problèmes de sécurité au Niger, des problèmes de pauvreté au Niger, parce que la réalité de nos États est que nous devons avoir le courage de reconnaître. Il ne suffit pas d'être dans un fauteuil et dire « je suis élu » pour dire « je vais être là et je serai là » tant que le mandat qui m'a été donné par le peuple n'est pas expiré. Il faut travailler effectivement. C'est le principe de la démocratie, docteur. Mais attendez. Emmanuel Macron est décrié. Oui, d'accord. Comme Joe Biden l'est aussi ailleurs. Mais le mandat est le mandat. Comme quelqu'un l'a dit. Le mandat reste le mandat. Il doit arriver à terme. On peut dire la même chose. On peut dire la même chose d'Alpha Condé. Non. C'était un troisième mandat. C'était un mandat de trop. Attendez. C'était un troisième mandat. C'était un mandat de trop. Encore une fois, c'est pas seulement le fait de changer la constitution qui pousse les militaires à prendre le pouvoir. C'est aussi des réalités internes au pays qui sont en lien
soit avec la sécurité. Maintenant, en ce moment-là, les disait. organes constitutionnels sont là. Il y a la Cour constitutionnelle qui, si elle constate que vous parjurez vis-à-vis de votre serment, elle peut vous déchoir. Ce n'est pas les militaires de déchoir Bazoum. Est-ce que vous pouviez imaginer cela en Guinée ici, lorsque, par exemple, Kélé Fassal, le simple fait d'attirer l'attention du président le jour qu'il prêtait serment pour son second mandat, de ne pas céder aux sirènes révisionnistes, où il est aujourd'hui? Malheureusement, encore une fois, Docteur Faya, on vous voit comprendre, digérer, accepter le discours de quelqu'un qui fait l'apologie des coups d'État, qui les justifie par la malgouvernance, la précarité, les inégalités sociales, toutes les inégalités, et donc défendre un discours qui fait l'apologie des coups d'État contre la démocratie qu'on nous présente comme nous ayant été imposés. Est-ce que la corruption, les détournements des républiques, l'enrichissement illicite, ce sont les Occidentaux qui nous l'imposent? C'est notre choix à nous d'une gouvernance loin justement de la satisfaction des besoins des populations. Docteur, c'est facile de dire que les coups d'État sont finalement la solution. Parce que c'est ce qu'on semble nous dire dans ce discours. Ce n'est pas la solution, mais c'est une solution. À un moment donné, les Guinéens que nous sommes, en 2021, je me rappelle encore du mois de janvier 2021, mois de février, quand je passais saluer Ousmane Gawal à la maison centrale ou à Ignace Dine, la Guinée était bloquée. Bien. Il faut le reconnaître. Et vous pensez que la situation a changé? Bien. Pardon? Vous pensez que la situation a changé? Il y a beaucoup de dimensions qui ont changé. Docteur, il y a beaucoup de dimensions. Qu'est-ce qui a changé? Les mêmes pratiques sont revenues, docteur. Vous le savez très bien. Combien aussi les manifestations sont interdites, docteur, vous le savez. Combien aujourd'hui dans nos prisons vous trouvez des gens à cause de leurs opinions? Bien. Combien? Vous voyez comment se comporte la justice dans notre pays? Attendez. Je ne dis pas que tout ce qui se passe aujourd'hui est parfait. J'en dénonce d'ailleurs que lorsque nous constatons, par exemple, j'ai lu le rapport que vous avez abondamment abordé ici. Je vous écoute le rapport du CNT. Je ne peux pas comprendre qu'on me dise qu'un département ministériel ne peut pas, chose qui fait des activités, ne fait aucune recette, par exemple, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles, comme le CNT le fait, et que vous, les journalistes, vous le faites, parce que de temps en temps, nous vous écoutons quand vous faites des enquêtes. Le problème, c'est que nous restons sur nos fins. Pourquoi? Parce que vous commencez des enquêtes qu'on ne voit jamais la fin. Malheureusement. On entend les dénonciations au début, et puis après, c'est comme si ce qu'on a dénoncé a disparu tout à coup. Malheureusement. La réalité, et très malheureusement, parce qu'on nous bloque l'info, parce qu'on ferme, mais parce que aussi on ne sanctionne pas. Parce qu'on ne sanctionne pas. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il y a eu des rapports qui ont été fournis pour lesquels il devait y avoir des réactions et tout de suite. Je prends l'exemple du rapport de l'inspecteur général de l'inspection d'État. Voilà. Lorsque nous sommes dans une dynamique d'imprimer la rigueur à nos enfants, l'examen d'entrée en 7e, le brevet, le baccalauréat, au moment où nous voulons imprimer la rigueur, que seul l'effort personnel devait nous permettre d'accéder où nous voulons, si nous apprenons qu'il y a dans l'appareil d'État, au plus haut niveau, des gens qui ont fabriqué des diplômes eux-mêmes, parce que les diplômes ne se sont pas vérifiés, et que ces gens-là, immédiatement une action n'a pas été prise, personnellement, j'ai trouvé que c'est des choses qui doivent changer. Donc, on ne dit pas que tout ce qui se fait, c'est rose. Non. Mais quand il y a quelque chose de positif, on mettra l'accent là-dessus. Quand le colonel Mamadi dit que la CEDEAO doit s'éloigner de la politique pour ne s'occuper que d'économie, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, la CEDEAO a dépassé, je suis convaincu et que tout le monde le comprenne, a dépassé ses intentions du départ, qui était la mise en place d'une communauté économique. Parce que la CEDEAO a adopté des traités qui sont très révolutionnaires, qui cèdent même une partie des souverainetés des pays membres, n'est-ce pas, des États, pour donner donc un certain pouvoir
à cette CEDEAO. Le problème de la CEDEAO, c'est qu'elle n'en est pas consciente, n'est-ce pas, de ce traité-là. C'est au nom de ce traité que nous avions effectué le déplacement, par exemple à Abuja, pour dire à l'organe juridique, la Cour de justice de la CEDEAO, faites-en une interprétation des traités de la CEDEAO et empêchez la modification constitutionnelle en Guinée. Ils n'ont pas été capables de le faire. Donc, s'ils ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, je trouve que, en fait, aujourd'hui, au-delà du discours que le colonel tient en parlant de la CEDEAO est complètement en train de perdre le nord. Bien. Parce que nous ne voyons aucune décision au niveau de la CEDEAO qui parte d'une compréhension réelle des enjeux actuels ou des problèmes auxquels les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont confrontés. Oui, Cabinet Fofana. Non, parlons justement de... j'ai envie de réagir un peu au propos du président Faye. En fait, l'insuffisance de rigueur scientifique dans le procès qu'on ferait à la démocratie ou même aux formes que j'appelle ici, formes qui s'apparentent un peu à la démocrature, c'est qu'en réalité, autant on peut dénoncer les coups de force, et plutôt les changements constitutionnels opportunistes, autant il ne faudrait pas faire l'apologie des coups de force. C'est-à-dire que quand vous regardez, on a comme l'impression que on dit que la démocratie n'est pas adaptée, mais elle n'est plus viable. Elle n'est plus viable parce que vous avez des chefs d'État qui modifient les constitutions de manière opportuniste. Mais de l'autre côté, on ne nous propose pas. Qu'est-ce que une alternative viable aussi. Dans le discours du colonel, moi je ne vois pas de proposition que ce soit d'un point de vue scientifique, d'un autre modèle, même philosophique. C'est que on dit la démocratie n'est pas adaptée. Les coups d'État les coups d'État se font parce que la démocratie laisse la possibilité au président élu de rester indéfiniment. Mais sauf qu'on ne propose pas. Moi, j'ai envie de demander monsieur le président là-dessus, est-ce qu'il comprend ça? Est-ce qu'il n'y a pas un travail inachevé d'un point de vue scientifique et philosophique, puisqu'il est professeur là-dessus, puisque le colonel s'arrête tout simplement à faire le procès de la démocratie, à dire qu'il y a des changements opportunistes et que ces changements opportunistes-là, les inégalités autres, sans proposer de modèle, sont les causes une ligne peut-être des transitions. Mais sans proposer de modèle alternatif. Oui, le modèle alternatif est en construction. En construction par qui? Par qui? Je crois que quand le colonel est arrivé le 5 septembre 2021, il a dit nous allons faire une refondation. Nous sommes en train de reconstruire du bas en haut la République de Guinée. Donc le modèle alternatif. Nous sommes en train. Le modèle alternatif. Naturellement, parce que comme on a dit, à la démocratie se construit en Guinée pour toute l'Afrique. Mais bien non, pas pour toute l'Afrique, mais pour la Guinée. Une nouvelle je crois c'est pour toute l'Afrique. Monsieur Fofana. Donc la Guinée, c'est un laboratoire d'un nouveau modèle démocratique. Écoutez, en tout cas politique. En tout cas, je souhaite que cela soit. Bien. C'est-à-dire que ce que nous aurions fait comme réflexion ici en Guinée pour imaginer le modèle démocratique, le nouveau contrat social qu'on va établir avec le peuple de Guinée, l'originalité de cela, je veux bien qu'au sortir de cette période transitoire, on en fasse une référence. Bien. C'est ça mon souhait. Et c'est pour cette raison que, personnellement, M. Fofana, je me suis dit, je ne resterai pas à côté. Je participerai, je suis venu plusieurs fois. Participer au cadre de dialogue, c'est ça? Non seulement au cadre de dialogue, mais partout où mon point de vue peut compter, je vais et je m'exprime. Lorsque je suis passé au CNT, je suis venu ici et j'ai défendu devant vous ici tout ce que j'ai dit aux conseillers, de ne pas oublier d'enlever dans la constitution prochaine ou d'ajouter dans la constitution prochaine. Parce que je crois que l'opportunité est là pour nous de nous reconstruire et de nous bâtir sans égard à ce que le colon veut. Docteur, quel est ce nouveau modèle qui enjoint aux fonctionnaires de sortir accueillir le président de la République? Là encore, il y a une erreur. Vous parlez de... Non, là-dessus, je suis tout à fait... Attendez. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Hein? Écoutez-le. Écoutez. Oui, c'est mon point de vue. Je ne suis pas là pour défendre ce qui est là. Je suis là pour défendre le point de vue de Faye Milimono, président du Bloc libéral. Quand j'ai vu le communiqué appelant les fonctionnaires le samedi, je trouve que ceux qui l'ont fait, ils n'ont pas fait
quelque chose de positif pour le colonel. Bien. Vous comprenez? Parce que si, le 5 septembre, le colonel a dit arrêtons de trop politiser l'administration. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple de politisation de l'administration. Parce que... Ça vient de la primature. Ça ne devait pas. On ne devait pas. On ne devait pas. Je ne condamne pas le fait qu'un Guinéen spontanément vienne. Ces choses comme parce que tout le monde a suivi le colonel Doumbouya, même si certains ne sont pas d'accord avec son discours. Il y en a qui sont d'accord avec son discours. Que spontanément ceux-là sortent pour l'acclamer, je trouve ça tout à fait normal. Bien. Mais qu'on ne prenne pas, n'est-ce pas, parce que quand on dit l'administration. Maintenant, docteur, non, attendez, je veux faire réagir à un cas pratique. Le message est là. Ça, c'est la PCG. Ça, Pharmacie centrale de Guinée, qui envoie un message au travers et qui dit d'arrêter toute activité cessante à partir de 14 heures. Ce n'est pas un jour férié, le travail, et de se rendre au chapiteau pour regarder le discours du colonel. Donc, alors que le travail s'arrête officiellement à 17h, qu'est-ce que vous préconisez comme sanction? Ça c'est des égards. Des médecins de la rue également. Est-ce qu'on doit sanctionner à ce niveau ou pas? C'est des égards qu'il faut effectivement sanctionner parce que quand on dit un médecin à l'hôpital, même quand on donne le droit à un médecin de gréver, l'hôpital, lui, il y a des malades. Ouais. Des malades, quelles que soient vos conditions de vie, et c'est pour cette raison le serment d'Hippocrate veut que le maintien du service minimum. Le maintien du service minimum, lorsqu'on dit donc activité toute cessante que le personnel de la santé se déplace, ça c'est des ailes qu'il faut sanctionner. Voilà. Et Bassekou là-dessus, on va continuer avec Bassekou. Oui, alors parmi les raisons qui justifieraient le coup d'État, le colonel Mamadi Doumbouya a parlé de l'endormissement du peuple, il a parlé du tripatouillage de la Constitution. Des fausses promesses. Voilà, des fausses promesses tenues, tout ça. Et 2 ans après sa prise de pouvoir aujourd'hui, si on fait l'autopsie de sa gouvernance, il y a des pratiques comme par exemple comme le train de vie des cadres de l'État très élevés qui reviennent, la personnification de l'État à travers sa réception également lors du retour à la tribune des Nations Unies. Il y a les contrats de gré à gré aussi qui reviennent et avec tous les dysfonctionnements constatés aujourd'hui dans le secteur de la justice avec des décisions parfois qui tordent le cou à la loi. Que pensez-vous aujourd'hui de tout ça, de quelqu'un qui justifie les coups d'État par toutes ces pratiques-là, mais lors de son magistère, que toutes ces pratiques-là encore reviennent? Il faut faire la part des choses. Vous citez le fait qu'il a été reçu, c'est tout à fait normal. Un chef d'État... Pas mobilisant l'administration publique. Oui, il a compris. Je viens de vous dire que je ne suis pas d'accord que l'on oblige les fonctionnaires, n'est-ce pas, à sortir un samedi pour recevoir le chef de l'État. Mais un fonctionnaire qui trouve que c'est normal, ce que le président a fait à New York, de son plein gré, ça me représente bien, de son propre plein gré, il peut sortir, acclamer le chef de l'État. Je ne trouve pas que ça soit... Les contrats de gré qu'il a dénoncés. Oui, il continue, il a compris. On va y aller. Attendez. Il y a des contrats de gré à gré dont nous suivons. Gré à gré, lorsque nous écoutons ceux qui sont spécialistes en la matière, le gré à gré, ce n'est pas illégal. Ça dépend, n'est-ce pas, des spécificités. Ce qui peut justifier le gré à gré. Ce que le profane que je suis, quand je lis les textes en la matière, à quel moment on peut parler de gré à gré? Lorsque on est dans une situation d'urgence, par exemple, supposons par exemple qu'il y ait... Un pont qui soit cassé. Attendez. Qu'il y ait une situation d'urgence, eh bien, on peut parler de gré à gré. Lorsque nous sommes dans une situation où l'enveloppe à débloquer ne dépasse pas un certain montant, ce n'est pas pour tous les montants qu'on peut faire l'appel d'offres. Il y a eu des moments où on parlait d'une limite je crois, de 20 millions, des moments au temps de Alpha Condé, on est allé à milliards, etc. etc. Nous-mêmes, on avait dénoncé à un moment donné, lorsqu'on a augmenté le plafond à milliards. Parce que de toutes les façons, ça peut encourager, comment on appelle ça, la corruption, lorsqu'on peut démonter
On peut décomposer le marché global en petits marchés. En petits lots. En ce moment-là, vous permettez simplement à la personne de sortir du cadre légal. Ça même c'est interdit. La fragmentation est interdite. Voilà, la fragmentation est interdite. Donc, il y a beaucoup de choses en matière de gré à gré qu'il faut préciser. Ce n'est pas tous les gré à gré qui sont condamnables par la loi, parce que c'est mais les derniers en date, mais lorsque par rapport à la résidence du Premier ministre, oui, la rénovation, à la résidence, moi j'ai suivi à coup de milliards. J'ai suivi vous les journalistes, j'ai suivi Film là-dessus, j'ai suivi Dioma là-dessus, j'ai suivi Espace là-dessus. J'ai eu l'impression que c'est des journalistes de 3 pays différents qui parlent, parce qu'on parle de la même réalité, mais les informations que vous avez collectées, que vous avez essayé de relayer au peuple de Guinée, il me semble que la lecture ou les lunettes que vous avez portées les uns les autres pour parler de ces milliards au niveau du Premier ministre, c'est pas la même chose. Ah bon? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez constaté de part et d'autre? Écoutez, non, c'est important. D'abord, Marwan dit, Marwan a dit que c'est un truc qui a commencé depuis au temps de Alpha Condé, etc. Tralala. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Quand j'ai écouté Espace, là-dessus, il y a eu une contradiction majeure. Comme quoi? Comme quoi, ce n'était pas depuis au temps de l'ancien Alpha Condé, etc., etc. Je me dis, vous êtes des journalistes, c'est vous qui êtes l'intermédiaire entre la réalité et nous autres. Comme tous les autres citoyens, même nous autres n'avons pas accès à certaines informations. C'est pour cette raison, le matin quand on se lève, on capte Film, c'est pour qu'on soit informé aussi. Alors, lorsque nous captons 2 stations différentes qui parlent de la même réalité et qui interprètent la même réalité de façon si contradictoire, je me dis, il faut que moi-même je sois face à cette réalité-là. Mais ça, je peux vous dire que... Je peux vous dire que de Film à Espace en passant par Dioma, l'aspect que vous révélez était un rapportage de ce que les autorités ont dit. Parce que par Goumou, par exemple, l'équipe de Goumou disait, attention, c'est pas moi qui ai initié, c'est un marché qui existait, moi je n'ai fait que faire accélérer. Et donc, c'est ce qu'on a relayé, c'est différent du commentaire des journalistes, d'un média à un autre. Donc, c'est pas comme si on a inventé l'information. Mais docteur, c'est Goumou qui a dit, c'est l'équipe de Goumou qui a dit. D'accord. C'est pas eux qui a dit. Dans tous les cas, vos commentaires instruisent. Docteur, peut-être que vous parlez de l'historique. Ce dont il est question ici, c'est est-ce qu'il y avait une urgence qui commandait qu'on débloque 6 par milliards exemple pour les télécoms dans des conditions. C'est ça le débat. Parce que vous avez parlé de... Appelé urgence. Oui. Nous avons... Attendez. Goumou, on sait que Goumou, en tant que Premier ministre, il est logé où? Chez lui. Chez lui. Oui. Sa maison... Il n'est pas dehors. Il est chez lui. Oui. Mais chez lui, c'est où? Oui, chez lui, c'est en banlieue. C'est en banlieue ici. Mais il a les flèches quand même. Kassori était à Lambagny. Il a les flèches. Kassori était à Lambagny. Il a sa flèche. Beaucoup de cadres sont logés dans leur pays. Il permet de quitter à 6h30 à la maison pour arriver à 8h au bureau. Ça, il n'y a pas d'argument, docteur. Je veux que nous imaginons la Guinée comme un pays normal. Oui, mais il a sa flèche. Attendez, les flèches dont vous parlez, on a toujours déploré le fait que ça fait des accidents par-ci, par-là. Mais le Premier ministre a droit. Non, écoutez, le Premier ministre n'a pas droit de flèche. Vous comprenez? Non, je le dis. Il n'a pas droit. J'ai vécu dans des pays où les choses sont mieux organisées que ça. Donc, je veux que lorsqu'on a un commis de l'État du rang du Premier ministre, qu'on ait un logement administratif pour lui qui peut lui permettre d'accéder à son bureau le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, mais qu'il n'y ait pas de tracasserie depuis Symphonia là-bas jusqu'à Kaloum. Je trouve là qu'il y a urgence. Bien. Alors, si vous dites que ceci ne compte... D'accord. Attendez. Il développe un argumentaire. Ok, d'accord. Allez-y. Vous pouvez considérer que c'est pas... Mais pour moi, je considère que j'ai vécu dans des pays normaux. Bien. La Guinée doit être perçue comme un pays normal. Voilà. Et pour normaliser la Guinée, il y a certains actes d'urgence qu'il faut prendre. Je suis donc d'accord que le Premier ministre veuille que ce dossier soit accéléré. Attention, encore une fois. Bien. Allez. Écoutez, ça pouvait être inscrit on va le à l'ordre, en tout cas des choses normales. C'est-à-dire des choses prévisibles. C'est-à-dire construire un logement pour un Premier ministre est prévisible. Mais bien sûr. Ne peut pas décider lui-même la construction ou la rénovation. Dans la mesure où
Dans la mesure les marchés l'interdisent. Ça avait même été initié par l'administration précédente. Les marchés l'interdisent. Attendez. Oui, les marchés, les marchés publics, bien sûr, l'interdisent. Une urgence, c'est ce qui vous tombe sur la tête. Ok. Mais pas ce qui est prévisionnel. On n'a que 4 minutes, s'il vous plaît. On va laisser le docteur aller au bout. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce que moi je dis ici, c'est que pour le Premier ministre qui est dans le Kobaya là-bas, et je connais la Guinée, je connais particulièrement Conakry. Bien. Qui ne s'en plaint pas et qui nous dit qu'il y est. S'il ne s'en plaignait pas, il ne prendrait pas une lettre pour demander que les travaux soient accélérés, etc. Et c'est pas son rôle en principe, docteur. C'est là où il a fauté. D'accord. Voilà. D'accord, je vous concède cela. Alors, mais je trouve qu'il y avait urgence. Allez, on va revenir à Mamadi Doumbia, s'il vous plaît. On en a assez dit. Yarek Rassi, s'il vous plaît. On a 3 minutes. Oui, docteur, l'omerta observé par le président de la transition sur la gestion même de la transition en cours amène beaucoup d'acteurs sociopolitiques à penser à un glissement de calendrier. Est-ce que vous voyez les choses de cet œil? Écoutez, je crois que la question de glissement de calendrier, c'est une question qui est sur les lèvres depuis quelque temps. Parce que, encore une fois, il faut rappeler les choses et avoir le courage de défendre ce qu'on a défendu. Lorsqu'il a été question, madame, de parler de la durée de cette période transitoire, les acteurs politiques et sociaux étaient dans le débat. Vous vous rappelez des mémos que chacun a envoyés, des synthèses qui avaient commencé à être dégagées. On parlait de combien d'années? 3 ans, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, la CEDEAO c'est-à-dire qui fait tout selon ce qu'on leur dit de dire ou ce qu'on leur dit de faire, vient avec les solutions. Attendez, je parle de la CEDEAO et de ceux qui peuvent faire injonction à la CEDEAO. Parce que je vais vous dire une chose. Encore les Occidentaux. Enfin, je n'ai nommé personne, mais ce que je veux dire, c'est que la CEDEAO vient à Conakry avec une solution magique. En 2 ans, on peut le faire. C'est aussi la même solution magique que la CEDEAO a apportée à la Guinée lorsque, sur 13 millions, on n'est même pas 13 millions exactement d'habitants, on nous a sorti un fichier, madame, de 7 millions et quelques d'électeurs. La CEDEAO, encore une fois, est venue avec une solution magique. Une ciseau, on coupe. On a coupé 2,5 millions. Comment on les a coupés? Donc 2 ans de transition, c'est petit. Alors, c'est petit officiellement. C'est ça que vous semblez nous dire. Attendez, moi, je sais pourquoi j'ai choisi, j'avais dit 36 mois. Et j'ai défendu ça ici, devant vous. Vous comprenez? Je pense que j'ai attaqué ici un des organes importants, une des institutions importantes de la République de Guinée, qui ne fonctionne pas, l'Assemblée nationale. Comment elle est construite? C'est selon 2 modes d'élection. Le premier mode d'élection, c'est quoi? La liste nationale, où n'importe qui peut se retrouver sans connaître aucune réalité guinéenne. Et ils sont la majorité, 76 sur 114. Pendant beaucoup de législatures, quand vous avez entendu, n'est-ce pas, qu'on a adopté une proposition de loi venue des députés, parce qu'ils ne connaissent même pas les réalités guinéennes. Maintenant, l'autre mode, c'est le mode qui met toutes les circonscriptions communales et préfectorales sur le même pied d'égalité, les faire représenter par une personne. Prenez Kaloum, ça saute aux yeux. Kaloum, vous pouvez sortir Kaloum combien de fois dans Matoto? Vous pouvez sortir Kaloum combien de fois dans choses? C'est la démocratie dans laquelle on est entré. Je dis encore une fois, le principe fondateur d'une république, c'est l'égalité en droit et en devoir. Pour moi, je pense que le recensement général de la population et de l'habitat doit précéder les élections législatives, parce qu'il faut complètement mettre à plat ce modèle-là pour que, si la proportionnelle doit... Pardon? Mais le recensement général de la population, si on s'en tient à l'Institut national de la statistique, mais ça va jusqu'en 2025. Écoutez... Mais c'est que vous dites ce matin, parce que nous, si on s'en tient à ce que vous dites... Je l'ai dit ici, monsieur Ba, je l'ai dit ici, et je le réaffirme encore, parce qu'encore une fois, je n'imagine pas les choses dans ma tête, parce que je pense aux Guinéens que je rencontre tous les jours. Je ne trouve pas que ce soit normal qu'on fasse représenter, n'est-ce pas, Kaloum par un député, et on fasse représenter Kankan par un député. Je trouve
anormal. Et je trouve anormal qu'on prenne des gens qui se disent députés nationaux pour nous parler de Kobo et de Bonga, n'est-ce pas, à l'hémicycle, alors qu'il y a des gens qui auraient pu, n'est-ce pas, être attachés à des localités qui représenteraient au niveau de l'hémicycle. Docteur, même si le RGPH doit aller au-delà des 2 ans, il faut le faire. Pardon? Même si le RGPH doit aller au-delà de la en transition. 2025. Et en conséquence, il faut étendre la transition. C'est-à-dire, tout le processus de recensement général de la population et de l'habitat, ça peut durer au-delà. Vous comprenez? Mais le fait d'obtenir les chiffres et leur répartition entre les différentes circonscriptions, c'est ce dont on a besoin. Indépendamment du fait que la transition doit s'arrêter en mi-parcours. Non, attendez. Ou plutôt avant les élections, pour conditionner cela. C'est-à-dire que le référendum peut être fait avant ça, parce que nous voyons surtout la dimension législative. Bien. C'est-à-dire les élections législatives. Qu'est-ce que vous pensez du droit d'honneur d'Ousmane Gawal Pour terminer. aux manifestants devant la mosquée du Bronx? Ce qui s'est passé au Bronx. Dans le Bronx, personnellement, je ne l'ai pas aimé en tant que Guinéen, parce que je crois que la politique ne devait pas s'inviter dans ça. J'ai suivi l'intervention du représentant de l'UFDG, c'était complètement de côté, hein, parce qu'il s'agit d'une maison de Dieu. Hein. Tous ceux qui croient en Dieu selon cette confession sont les bienvenus. Donc, dire qu'on ne veut pas vous voir, c'était trop dire au regard de la réalité même dans laquelle, parce que c'est pas le fait de vivre aux États-Unis simplement. Le ministre, avec ce geste-là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi j'ai vu tout à l'heure. Comme vous avez vu une main. Un bras. Mais vous n'avez pas vu. J'ai vu un bras parce qu'on le soulevait d'ailleurs comme ça. Pour donc vous aussi, vos lunettes ne vous ont pas pas permis de voir un doigt d'honneur. Ce n'était pas intentionnel. En tout cas, moi je n'ai pas. J'ai vécu aux États-Unis. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'actes. C'est devant moi. C'est moi qui modérais lorsque le grand frère que je respecte beaucoup, Justin Moret Jr., était dans la délégation de Korka Diallo avec Monsieur Anne et autres. C'est dans la salle où moi-même j'étais en train de modérer qu'on a jeté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je n'ai pas eu un œuf sur moi, mais je me suis senti humilié. On a jeté un œuf sur qui? Mais sur la délégation. Un des membres de la délégation. Du CNDD à l'époque. Donc ça a été les jeux dans les jeux. Mais bien sûr, j'étais dans la salle. Je trouve que c'est-à-dire que la politique, on peut la faire avec moins d'émotion. Bien, docteur Faya On peut dire qu'on n'est pas d'accord sans en venir aux mains. Bien, docteur Mais Faya. si on est prêt à en venir aux mains, même par l'intention, on outrepasse. Docteur Faya Milimono, puisque donc la trame de cette émission aujourd'hui c'était sa lecture sur la sortie du colonel Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies. Et si vous devez utiliser un qualificatif pour le discours, qu'est-ce que vous diriez? Je n'ai pas dit un discours, mais un qualificatif. Un mot. C'est un très bon discours. Un en tout très cas, bon discours. Panafricain, je me suis retrouvé dedans et je trouve que si maintenant, au-delà des mots, nous essayons de nous assumer nous-mêmes, laisser en paix le blanc. Le blanc nous a colonisés. Si nous étions dans les conditions du blanc, nous aurions fait la même chose à l'Europe. Alors, c'est maintenant nous retourner vers nous-mêmes et nous dire, Lumumba, oui, il a été assassiné, c'est un Congolais qui a appuyé sur la détente. Même s'il a été, c'est à nous de savoir que c'est à nous de protéger nos héros, c'est à nous de protéger nos chefs, etc. etc. Donc, laissons de côté le blanc, qu'il soit américain ou européen. Concentrons-nous sur nous-mêmes, arrêtons de faire la corruption, les détournements, arrêtons, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de faire de la violence. Nous allons vivre mieux. Nous allons mieux construire notre avenir, l'avenir de nos enfants. Docteur Faya Milimono, donc ça veut dire qu'il faut plus prêcher par l'exemple que par les discours creux. Et qu'en est-il de l'étape de la rencontre entre Mamadi Doumbouya et les compatriotes guinéens qui aura été un fiasco du fait de sa DCI? C'est ce que certains disent. On viendra sur tout ça demain aussi. Merci à tous et à toutes. Au revoir.